Bonjour, je m'appelle Laura Maria Caldarone et voici The Long Haul, une série en ligne de Zero Covid Alliance sur le Covid long Covid. Avec nous, on a Alexandra Lestage. Bonjour Alexandra, comment vas-tu? Bonjour, ça va? Tu es ici avec nous parce que tu as un être proche à toi qui a Covid long. Si tu peux nous parler de lui. Alors effectivement, oui, c'est mon mari qui est Covid long. Mathieu, c'est mon mari depuis 17 ans. On est mariés depuis 17 ans. Je le connais depuis 26 ans. C'est quelqu'un qui est dynamique, qui va toujours faire plein d'activités, qui est toujours partant pour les activités qu'on lui propose. C'est quelqu'un qui va au bout de ses limites, qui repousse toujours, qui s'arrête jamais. Il fait beaucoup de choses. Alors, quand moi je l'ai connu, il était encore lycéen. Et puis après, il est devenu militaire. Il était sergent instructeur. Et puis par la suite, il a changé de travail. Il est passé dans un magasin de pêche parce que c'est sa passion, la pêche. Il est aujourd'hui directeur de ce magasin. Et aujourd'hui, il travaille plus depuis 10 mois parce qu'il est Covid long. Il a attrapé le Covid au mois d'octobre. Donc, on pense que c'est sur son lieu de travail, mais on n'est pas sûr. Voilà, parce qu'à l'époque, on sortait pas beaucoup. Et puis, donc aujourd'hui, il a toujours pas pu reprendre le travail parce qu'il a des problèmes neurologiques. Il peut pas conduire, donc il peut pas se rendre sur son lieu de travail. Et puis, au bout d'à peu près une heure et demie d'activité, selon l'intensité de l'activité, il a le corps qui lâche ou les tremblements qui s'intensifient et il ne peut plus bouger. Des fois, il ne peut plus parler. Donc, c'est pas facile pour lui. Et tu nous as dit que vous avez deux adolescents comme enfants. Qu'est-ce qu'ils disent de cette situation d'avoir ce Covid long à la maison? Alors, depuis que Mathieu est malade, on leur a toujours expliqué un petit peu ce qui se passait. On leur cache rien parce que pour nous, c'est important qu'ils soient au courant. Quand il a dû partir en urgence à l'hôpital, on leur a expliqué. Quand il se sent pas bien, on veut qu'il puisse être là aussi en secours parce que c'est vrai qu'il y a une période où les enfants, c'était eux qui étaient tout seuls à la maison avec leur père pendant que moi j'allais travailler. Donc, on leur a toujours tout expliqué. Aujourd'hui, ils sont comme leur papa, ils sont très positifs et pour eux, il va s'en sortir parce que c'est un battant, parce qu'il a toujours réussi dans tout ce qu'il entreprenait. Donc pour eux, il n'est pas imaginable qu'il ait des séquelles ou qu'il ne puisse pas reprendre sa vie normale un jour. Mais malgré ça, c'est vrai que ils sont, là, en plus c'est des adolescents, ils ont arrêté l'école mi-juin. Donc, depuis la mi-juin, ils sont en quasiment permanence avec leur papa et forcément, quand ils le voient faire un malaise ou autre, c'est pas plaisant, mais ils paniquent pas, ils savent comment réagir, ils s'occupent de lui. Non, on a de la chance pour ça. On a des enfants qui sont pas tombés dans la déprime. Ils auraient pu aussi tomber dans la déprime, s'inquiéter énormément. Non, eux, ils sont confiants et ils savent qu'il va s'en sortir. Mais vous étiez au courant avant de la fin de l'année dernière qu'il y avait cette chose qui s'appelait long COVID, Covid long, où c'était vraiment une surprise que Mathieu a eu Covid et après ça. Ouais, en fait, on n'en avait pas entendu parler du tout. Quand nous, on entendait que pour les jeunes de notre âge, c'était une simple grippe, que ça allait passer si on n'avait aucun souci de santé. Au bout de 3-4 jours, on s'en sortait, une semaine, voire un petit peu de fatigue derrière, mais pas plus. Et c'est vrai que quand Mathieu est tombé malade, on s'est tout de suite isolés tous les quatre. On portait le masque en permanence à la maison. Et puis, on s'est dit, maintenant, voilà, on en a pour une semaine. Dans une semaine, on refait un test, on voit ce qui se passe et puis on avisera à ce moment-là. C'est vrai que socialement parlant, c'est assez difficile. Non seulement il ne peut pas travailler, il ne peut pas conduire, il est dépendant de tout le monde. En plus, il ne voyait personne, il ne faisait aucune activité. C'est vrai que pour quelqu'un qui est très, très actif, aujourd'hui, c'est compliqué.
C'est compliqué. En plus de la maladie, parce qu'il y a toujours l'inquiétude de savoir si ça va s'améliorer. Et Mathieu, il n'est pas à 100% de ses capacités. De mémoire, on lui a posé la question il y a quelques jours. Il a dit, je suis à peine à 40% de mes capacités. Donc, c'est difficile. Et puis, c'est des problèmes neurologiques. Donc, c'est vrai que les médecins ne savent pas. C'est une nouvelle maladie. On est quand même dans l'abstrait. Et c'est vrai que c'est pas évident. Alors, j'ai de la chance parce que Mathieu est quelqu'un qui est très, très positif. Il a rarement le moral à zéro. Donc, il tient le choc. Et je pense que c'est ça qui le fait tenir aussi. Après, c'est vrai qu'il est bien suivi aussi, mais les médecins ne voient pas quelque chose qui pourrait expliquer son état aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est ça qui inquiète actuellement. Ouais, c'est ça qui inquiète et c'est ça qui fait que les autres, ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui n'ont pas COVID long, ne comprennent pas. Non? C'est ça. Ça, c'est extrêmement difficile. Je dirais que c'est une partie qui est assez douloureuse parce que Mathieu, il a reçu des commentaires sur Facebook parce qu'il s'est fait un point d'honneur à communiquer sur sa maladie. C'est pas pour se mettre en avant ni pour qu'on le plaigne, c'est parce que justement, il veut expliquer aux gens que lui, même en ayant fait attention, il a quand même attrapé et aujourd'hui, il se retrouve dans l'état où il est. Et quand vous avez des gens en face qui sont sceptiques, je me souviens d'une conversation qu'il y a eu après un article qu'il avait fait, alors je ne sais plus avec quel journaliste, mais où on lui écrit sur les commentaires fake news. Voilà, franchement, venez le voir au quotidien et après, tous les gens qui le connaissent, ils voient bien hein, qu'il ne fait pas semblant. Voilà, ils le voient dans son état. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Là, on a réussi à partir. J'ai eu quelques jours de congé. Le médecin a autorisé à ce qu'il change de département pour qu'on puisse s'aérer, changer d'air un petit peu pour sortir de la maison, parce que quand vous restez 10 mois enfermé chez vous, il y a un moment où pouvoir s'aérer. On a la chance d'avoir une maison de famille en bord de mer, donc on est allé s'aérer et on était sur le marché. Et comme Mathieu ne peut pas marcher longtemps et que chaque jour est différent, on ne sait jamais combien de temps il va pouvoir marcher, s'il va avoir besoin de son fauteuil roulant ou pas. Ce qu'il fait, c'est qu'on l'emmène, il commence par marcher et puis c'est lui qui pousse son fauteuil. Et il y a une dame qui, en voulant plaisanter, lui dit « Ah, mais vous avez perdu mamie ?» Et en fait, il se retourne et il lui dit à la dame, il lui dit « Vous savez, le fauteuil, c'est pour moi. » Alors, elle lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il lui dit « J'ai eu le Covid et je suis Covid long. » Et elle lui dit « Ah, mais c'est pas possible, je vois pas pourquoi on vous a prescrit un fauteuil roulant. » Donc là, on commençait à lui expliquer et derrière, on voyait bien qu'elle voulait pas nous croire. Elle avait son masque qui tombait sur son nez. Mathieu lui dit « Madame, remontez votre masque, c'est important. » Et elle lui dit, mais on ne m'empêchera pas de respirer. Bon, quand vous entendez ça, c'est vrai que vous vous dites, voilà, on ne peut rien faire. Enfin, les gens, après, s'ils sont sceptiques, j'ai envie de dire, je ne souhaite pas que ça leur arrive, hein, mais si ça leur arrive, tant pis pour eux. Hein. Voilà. Aujourd'hui, Mathieu, ce qu'il essaye de faire, c'est de communiquer un maximum pour que personne ne se retrouve dans l'état où il est aujourd'hui. Ouais, c'est trop difficile parce que c'est vraiment ça le problème. S'ils n'ont pas le COVID long ou ils ne connaissent pas quelqu'un, ils n'aiment pas quelqu'un. C'est impossible. Quand on n'est pas quelqu'un touché dans son entourage, oui, c'est difficile. On a l'impression que c'est loin, que c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais malheureusement, c'est bien réel. Et nous, dans l'association, on connaît malheureusement beaucoup de monde. Et on en voit de plus en plus. Donc, c'est ça qui est inquiétant aussi. C'est que ce n'est pas un cas isolé. Non, c'est surtout pas un cas isolé. Mm. J'ai seulement une dernière question pour toi. Et pour moi, c'est une des questions plus importantes parce que, comme toi, il y a vraiment milliers d'autres personnes qui aiment quelqu'un qui a COVID long, qui connaissent quelqu'un qui a COVID long. Et donc, je voudrais savoir si tu pourrais donner un message, dire quelque chose à quelqu'un qui a également un être cher avec COVID long. Qu'est-ce que tu lui dis?
Eh ben, je leur souhaiterais bon courage parce que c'est pas facile tous les jours, mais qu'il faut pas perdre espoir parce que ben, on ne sait pas comment va évoluer la maladie et que moi je pense qu'il faut garder espoir parce que d'ailleurs je voulais vous remercier parce que c'est vrai que aussi le fait que vous parliez du Covid long fait que ben, il y a une prise de conscience qui est plus importante et vraiment ce qu'on espère c'est que ben, plus on en parlera et plus il y aura de la recherche pour que ça aille mieux et je suis persuadée qu'un jour, on trouvera des solutions à ce Covid long et qu'on pourra soigner les malades. Et donc, je veux leur dire surtout de ne pas perdre espoir et puis ben, de soutenir au maximum les personnes ben, qui les entourent et qui sont malades parce que je pense qu'ils en ont besoin aussi. Ouais, exactement. Bon. Avec nous de France, on a Mathieu Lestage, bénévole de l'association Après Juin 20. Bonjour. Bonjour, ça va Laura? Ça va? Enchanté. Enchanté. Merci pour l'invitation. Enchanté. Et merci d'être ici avec nous, Mathieu. Et bon, on commence. Tu es ici parce que tu as Covid long Covid. Et commençons avec toi, que tu nous dis un peu de toi. J'ai 43 ans. Je suis actuellement directeur d'un magasin d'articles de pêche. Et en plus de ce métier, je suis chroniqueur radio, chroniqueur télé et youtubeur pour des chroniques nature et pêche. Je fais ça depuis maintenant 12 ans. Et malheureusement, il y a 10 mois, tout ça a été interrompu à cause du Covid. J'ai été infecté au mois d'octobre. Les premiers symptômes sont arrivés le 12 octobre 2020. Au début, j'ai cru à un rhume parce que en fait, j'avais mal à la gorge, j'avais le nez qui coulait. Enfin, c'était vraiment des symptômes très basiques et je ne me suis pas méfié. Généralement, en fait, quand je suis malade, ce qui m'arrive très rarement, je n'ai jamais été malade dans ma vie, à part des petits rhumes. Et ça, au bout de 2-3 jours, ça passe. C'est ce qui s'est passé. Donc, on était le lundi, le mercredi, j'allais bien. Le nez qui coule, le rhume était passé. Je me suis dit, bah, c'est bon, ça y est, c'est passé, c'est fini. Malheureusement, le jeudi, les symptômes sont revenus. Mal de gorge, mal de tête, courbature, comme si j'avais de la fièvre, mais je n'en avais pas. Et là, je me suis dit que c'était bizarre quand même parce que ça revenait plus fort, mais je n'y ai pas prêté attention. Le vendredi, je suis retourné au travail et je manquais de force, je manquais de dynamisme, alors que je suis quelqu'un de très actif. Et j'ai dit à mes collègues, je dis, il y a un truc qui ne va pas, les gars, j'ai pas de force, ça ne va pas du tout. Donc, je suis rentré chez moi. Et le soir, ma femme avait préparé un repas, un gibier en sauce, donc quelque chose qui a beaucoup de goût et qui sent très bon normalement. J'ai pas senti d'odeur particulière. Le soir, nous avons mangé. Et quand j'ai eu le plat devant les yeux, je me suis dit, je vais me régaler, c'est top. Et en fait, quand je l'ai mis dans la bouche, malheureusement, ça n'avait aucune saveur. J'avais perdu le goût et l'odorat. Et donc là, on a commencé à en parler avec mon épouse, mais sans que ça nous inquiète. On s'est dit, OK, il y a le Covid, mais bon, je vais tenir le coup et ça va aller. Le lendemain, c'était le samedi. On en a parlé plus sérieusement parce que les courbatures, les maux de tête s'intensifiaient et je ne sentais plus rien du tout. Donc, on a pris rendez-vous pour un test PCR pour l'ensemble de ma famille. Et donc, le dimanche, malheureusement, j'étais PCR positif. Mais moi uniquement. Ni ma femme, ni mes 2 enfants n'étaient PCR positifs, ce qui m'a rassuré. Ensuite, malheureusement, c'est les 10 mois qui viennent de s'écouler. PCR positif pendant 3 semaines et demie. Donc, j'ai eu un médecin que j'ai vu en visio, puisque quand on est malade, on ne peut pas voir de médecin en présentiel, on ne peut pas aller dans un cabinet médical.
Donc, j'ai vu un médecin en visio qui m'a dit que je faisais un Covid, mais bénin, pour la simple et bonne raison que j'étais jeune, dynamique, en pleine forme physique. Je n'avais aucune comorbidité, donc j'allais être malade une quinzaine de jours grand maximum, et puis c'était fini. Elle m'a donné quand même des antibiotiques pour protéger mes poumons. Et la semaine s'est passée, je dormais 18 à 20 heures par jour. J'avais mal de tête, j'étais fatigué comme pas possible. Et je me suis dit que c'était une semaine ou 10 jours et puis c'était fini. La semaine d'après, j'ai refait un test PCR, ma famille aussi. Il s'est avéré que mes enfants et ma femme étaient toujours négatifs, donc tant mieux. Malheureusement, moi, j'étais encore positif. Donc, j'ai à nouveau eu ce médecin par visio pour lui faire le compte-rendu et lui demander ce que je devais faire. Donc, elle m'a dit de continuer les médicaments, que ça me protégerait. Et elle m'a represcrit un PCR pour la semaine d'après. Et la semaine s'est à nouveau passée avec les maux de tête, la fatigue, enfin tout ce qui allait avec, la perte de goût, la perte d'odorat, tout ça était toujours là. On arrive à au 15e jour, j'étais toujours dans le même état, toujours aussi fatigué. Les maux de tête commençaient à diminuer un peu, les courbatures aussi. Et donc, j'ai refait mon 3e test PCR qui est à nouveau revenu positif. À ce moment-là, en fait, j'ai eu le médecin et j'étais de plus en plus essoufflé. Les maux de tête étaient toujours là, mais un peu moins forts. Et je lui ai dit que c'était pas normal, que je regardais les infos, on disait qu'on était malade 15 jours seulement, pas 3 semaines, et que j'étais sorti du cadre. Alors elle m'a dit effectivement que je faisais un Covid modéré et que j'avais peut-être probablement eu une charge virale plus importante que certains malades, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter, ça allait bien se passer. Effectivement, 2-3 jours après, je me sentais moins fatigué dans le sens où j'ai pu me lever du lit et j'avais à peu près les idées claires, j'étais moins fatigué. J'ai pu me déplacer dans la maison quelques minutes et je me suis dit que depuis 3 semaines, je ne faisais rien. Donc, j'ai essayé de préparer le repas pour mon épouse et ranger 1 ou 2 casseroles qui traînaient. Sauf que là, malheureusement, c'est là que j'ai envie de dire que tout a commencé, que la catastrophe a commencé. Mon cœur est monté dans les tours, c'est-à-dire que je l'ai senti battre fort dans ma poitrine. Il me faisait mal. Je perdais mes esprits, je perdais la notion du temps, je perdais ce que j'avais envie de faire. Je pensais à quelque chose et je l'oubliais instantanément. Et j'ai perdu mes forces. Force dans les bras, force dans les jambes. Mes jambes ne me portaient plus. Donc, j'ai réussi à aller jusqu'au canapé, à m'allonger. Et à ce moment-là, en fait, mon épouse est rentrée. Je lui ai expliqué ce qui m'arrivait. Et donc, on n'a pas réfléchi. On a appelé le SAMU. Et le SAMU a dit qu'il ne fallait pas rester comme ça, qu'il fallait monter en urgence dans une voiture et qu'il fallait aller au plus vite à l'hôpital, car il y avait une suspicion d'embolie pulmonaire. Donc, c'est ma femme qui a pris le volant, mais malheureusement, dans la voiture, je n'ai pas pu finir le trajet. C'est les pompiers qui m'ont récupéré en urgence sur l'autoroute avec un pouls tachycarde à 150 pulsations minute. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais en désaturation, j'oscillais entre 93 et 94% d'oxygène dans le sang. Je perdais complètement la notion de parole. Je savais, enfin, on me parlait, je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Et donc, on m'a pris en charge tout de suite avec ECG et électrocardiogramme. J'en ai fait 2 parce que le premier n'était pas bon. J'ai eu droit à une radiographie pour mes poumons. J'ai eu le droit à des gazométries. En fait, c'est des prises de sang directement dans les veines pour voir le taux d'oxygène dans le sang. J'ai eu le droit à 2 parce que la première n'était pas bonne non plus. Et j'ai fini par un scanner thoracique. Donc là, honnêtement, le temps s'est écoulé, je ne sais pas
combien de temps je suis resté à l'hôpital. Ce que je sais, c'est que je suis rentré sur les coups de 11h30, midi, peut-être, ou midi et demi. Et je suis ressorti le soir, il devait être 21h ou 22h. Entre-temps, en fait, j'ai pas mal dormi, j'étais fatigué, mais j'ai réussi à poser des questions au médecin. Déjà, la première chose que je me souviens, c'est quand on m'a amené faire mon scanner thoracique, je suis passé par le couloir où il y avait tous les Covid qui étaient intubés ou sous masque à oxygène. Et là, je me suis dit que ce n'était pas ma place. Je ne pouvais pas rester là. Donc, quand j'étais dans ce lit, je me suis dit que ce n'était pas ma place, que j'étais un quarantenaire, que ma vie n'était pas finie. Et donc, qu'il fallait que je m'en sorte. Il fallait que… L'expression que j'utilise, c'est qu'il fallait que je me mette un coup de pied au cul pour ne pas mourir. Donc, je suis allé faire mon IRM et je suis revenu dans ma chambre. Donc, le temps a passé et à ce moment-là, un infirmier est passé me voir en me disant que j'allais sortir. Et à ce moment-là, le médecin est rentré dans la chambre et m'a expliqué donc il allait me faire sortir, que j'étais jeune, en pleine forme, et que c'était l'histoire de 2-3 semaines, que j'étais fatigué, que mon corps était fatigué, mais que ça allait se passer et que j'allais très vite récupérer la forme et ma vie que j'avais avant. Et il m'a tendu le papier pour sortir de l'hôpital. À ce moment-là, je lui ai dit que non, c'était pas normal ce qui venait de se passer, que j'avais tout donné, et il m'a expliqué en fait que j'avais les poumons infectés à 10%, les voies respiratoires infectées, que j'étais en détresse respiratoire. Et en fait, du fait d'avoir eu 40 ans et d'avoir la forme physique que j'avais, c'est ça qui m'avait sauvé de la mort. Donc déjà, je peux t'assurer que quand tu repars avec ça sous le bras, que tu as failli mourir en fait, là tu te dis qu'une chose, c'est que ok, je ne suis pas mort, mais donc il va falloir que je vive. Et la semaine d'après, malheureusement, quand j'ai fait mes analyses sanguines et qu'elles n'étaient pas bonnes et que je suis à nouveau reparti à l'hôpital, là, pour le coup, le moral n'y était plus. Et j'ai craqué à l'hôpital, j'ai pleuré et j'ai demandé à l'urgentiste qui était avec moi que je sois pris en charge, je ne pouvais pas toutes les semaines repartir à l'hôpital pour qu'on me dise que j'allais mourir ou que… Enfin, c'était pas normal. Moi qui n'étais jamais malade, c'était pas normal qu'en quasiment 8 jours de temps, j'aille 2 fois à l'hôpital à frôler la mort. Donc, elle m'a dit qu'effectivement, elle allait prendre rendez-vous en urgence avec un pneumologue. Donc, on était mi-novembre. Le rendez-vous pneumologue, je l'ai eu mi-mars. Entre-temps, comme je t'ai dit, je me suis donné un coup de pied au cul. Et quand, en fait, je me retrouve dans une situation, j'aime bien comprendre, j'aime bien dire les choses comme elles sont. Je me suis mis en tête d'expliquer à ma communauté, tous ceux qui me suivaient dans mes émissions, à la radio, à la télé, donc cette petite notoriété que j'avais, j'ai utilisé les réseaux sociaux pour expliquer aux gens que le Covid, ce n'était pas 15 jours et puis qu'après, c'était fini. Malheureusement, moi, ce qui m'arrivait, c'était qu'on était quasiment à plus d'1 mois après les premiers symptômes et j'avais toujours des douleurs et il y avait des nouveaux symptômes qui étaient arrivés. J'avais des tremblements toute la journée, toute la nuit, mon corps tremblait. Et d'ailleurs, je tremble toujours aujourd'hui. J'avais en fait… j'appelle ça le brouillard cérébral. En fait, je pouvais parler pendant une dizaine de minutes et après, tout disparaissait. Les mots que je pensais dans ma tête, je ne pouvais plus les dire. Les actions de lever les bras ou quoi que ce soit, je ne pouvais plus les faire. Je ne pouvais d'ailleurs pas marcher beaucoup. Je ne pouvais marcher qu'une quinzaine de mètres. Et si je forçais trop, je faisais un malaise. Et le malaise, c'était que je perdais connaissance. J'ai aussi donc une mauvaise gestion à l'effort. Et donc, en fait, de tous ces symptômes, j'ai voulu comprendre. J'ai lu un article du professeur Salmon Serron de l'Hôtel-Dieu qui expliquait qu'après une infection au Covid-19, on pouvait avoir de nombreux symptômes. Et
tous les symptômes qu'elle décrivait, je les avais. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'Hôtel Dieu et je me suis dit, si par chance je peux avoir un rendez-vous, eh ben, je vais essayer d'aller voir pour qu'il m'explique. Et j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous le 21 décembre à l'Hôtel Dieu dans le service du professeur Salmon Serrault. Là, j'ai vu le docteur Slama Dorsaf qui m'a expliqué que effectivement tous les problèmes que j'avais étaient générés par l'infection du Covid-19 et que ils en connaissaient pas assez pour savoir comment ça allait évoluer, si ça se soignait, si ça se réparait et dans combien de temps ça se réparerait et si je retrouverais mes compétences à 100%. Aujourd'hui, on est à 10 mois. J'ai vu plein de spécialistes, des pneumologues, des cardiologues, des neurologues. J'ai fait des IRM thoraciques, des IRM cérébrales, des échographies cardiaques. J'ai vu 3 neurologues qui m'ont dit que mon système nerveux autonome était touché. C'est pour ça que je tremble. J'ai aussi des problèmes neurologiques, des problèmes au cerveau. C'est pour ça que j'ai ce problème de brouillard cérébral avec cette perte de coordination, ces problèmes de gestion à l'effort. Et donc, c'est ce qui m'empêche aujourd'hui de pouvoir conduire, de pouvoir faire un effort long et répété. J'étais quelqu'un qui pouvait courir 10 km ou faire du roller pendant 10 km. J'ai fait des courses dans la boue, ça s'appelle des no limit race. J'ai fait des parcours naturels en forêt avec des parcours qui duraient des fois 2-3 heures. Aujourd'hui, j'en suis réduit à pouvoir faire 2 km, et encore en forçant. Et après, malheureusement, si je force trop, soit je refais un malaise, ou alors après, je suis obligé de me déplacer en fauteuil roulant parce que malheureusement, mes jambes ne me portent plus. Wow. C'est vraiment difficile, surtout parce que dès que ça a commencé, c'était toujours ouais, dans 4 jours, dans 15 jours, ouais, dans 3 semaines, ouais, c'est normal, c'est OK. Donc, Pas de problème. C'est ça. Du moment que je ne suis pas autonome, que je ne peux pas conduire et que j'ai une autonomie, on va dire, réduite, en gros d'1 heure, selon l'activité et selon l'intensité. Si je fais quelque chose de très dur, je réduis mon autonomie de moitié, j'ai plus qu'une demi-heure. Et derrière, eh ben, je ne peux plus marcher ou je ne peux plus parler, je ne peux plus lever les bras. Enfin, je ne peux plus vivre. En fait, j'ai l'impression que ma vie, elle est en pause depuis 10 mois. J'espère et j'ai envie que ma vie reprenne comme avant. Et le problème, c'est que personne ne peut me dire quand et surtout, est-ce que je serai capable de faire ce que je pouvais faire avant? Et ça, honnêtement, à la rigueur, j'ai envie de te dire que si je ne peux plus faire une course dans la boue, j'ai envie de te dire que ce n'est pas très grave. Mais vivre normalement, déjà, c'est ça pour moi l'essentiel. Aujourd'hui, j'ai un quotidien qui est aménagé. Je suis obligé de chronométrer mes activités et de doser l'intensité parce que je sais pertinemment que sinon, je ne vais pas finir ou je vais aggraver mes symptômes. Et dans ce cas-là, malheureusement, je vais vers un malaise où je me mets en danger, où je mets en danger les autres, malheureusement. Si je prends le volant aujourd'hui, je me mets en danger et je mets en danger les autres. Donc, je suis contraint de me déplacer à pied. Malheureusement, me déplacer à pied, j'ai une autonomie de 2 km. Et 2 km, malheureusement, tu ne fais rien. Non. Tu fais rien, Donc, mais aussi c'est une autonomie de 2 km, mais tu ne sais pas si cette journée-là, parce que tu as fait quelque chose d'autre en plus ou tu as fait ça, etc.,
ça devrait être 2 kilomètres, que c'est pas suffisant, mais ce jour-là, c'est 1 kilomètre. Et qu'est-ce qui se passe? Tu es tout seul, tu tombes. C'est Donc, ça. tu as dit, c'est pas la première fois que j'entends ça, que tu dis, bon, tu sais, si quelqu'un doit me dire que je pourrais pas faire ce truc-là que je faisais avant, je te dis, bon, ok, je le fais pas, mais et les autres choses? C'est un problème que il y a trop de gens qui comprennent pas que oui, il y a beaucoup de ces symptômes que quand tu les écoutes, tu dis, bon, c'est bon quoi, je peux pas goûter mon café et bon, alors je bois du thé maintenant. C'est ça. Vraiment, tu veux changer que tu as bu du café, tu aimes le café, c'est ta passion pour 40 ans, ce qui c'est, et maintenant tu peux même pas le goûter parce que tu te sens mal. Et C'est ça. En fait, pour moi, alors, mes médecins m'ont dit qu'aujourd'hui, je vivais une deuxième vie. C'était ma deuxième vie parce que malheureusement, il va falloir que je m'adapte à la maladie. Il a fallu un certain temps pour que je l'accepte. Je pense que j'ai la force mentale pour le faire. Je veux bien faire des concessions, comme je te l'ai dit, par exemple, ne plus faire une course dans la bouche, j'ai envie de te dire que dans une vie, ce n'est pas nécessaire. Mais par contre, aller au travail, ça c'est nécessaire, c'est même obligatoire. Pour vivre, il faut bien avoir une rémunération. Aujourd'hui, ça fait 10 mois que je ne travaille pas. J'ai la chance que mon boulot ait accepté mon arrêt maladie et accepté de me payer pendant mon arrêt maladie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains ont perdu leur travail et se retrouvent donc sans rémunération. Malgré tout, il faut continuer à payer les loyers, à payer les assurances, à payer la nourriture, bien sûr. Il y a la rentrée qui arrive d'ici quelques temps, la rentrée scolaire, que ce soit en France ou dans tous les autres pays. Une personne adulte qui a des enfants et qui n'a plus de rémunération ne peut pas vivre correctement. Non. Et comme tu dis, tu as eu de la chance. C'est de la chance parce que tu n'es pas toute seule. Tu vis pas toute seule. Tu C'est as ça. ta femme qui t'aide, elle est là. Mais tu as aussi tes enfants, ce ne sont pas des petits-enfants de 2 ans, 3 ans, parce que ça, Exactement. c'est encore pire. Et C'est comme tu ça. dis, il y a des choses que tu peux dire, bon, je ne bois pas le café ou je ne fais pas ma course, je ne fais pas ça, mais le travail, prendre la voiture parce que ton boulot est, je ne sais pas, 1 heure de la maison ou où tu habites dans un appartement au 4e étage et il n'y a pas d'ascenseur. Descendre les escaliers. Il y a des choses essentielles dans la vie qu'on ne peut pas ne plus faire. C'est impossible. Vivre, c'est faire déjà, enfin, à mon goût, dans mon esprit, vivre, c'est faire ce qu'on aime et le faire avec plaisir. Aujourd'hui, ce que je le fais avec contrainte, parce que malheureusement, c'est la maladie qui me contraint à faire des choses, mais pas de la même manière que si j'étais une personne en bonne santé. Donc, si tu devrais dire qu'est-ce que c'est le Covid long, euh, que signifie le Covid long pour toi, qu'est-ce que tu Et dirais? donc, c'est une maladie handicapante qui te prive de ta vie, qui, euh, qui touche les êtres autour de nous, parce que malheureusement, un malade n'est pas malade tout seul. Toute la maladie, elle rejaillit sur l'entourage, pas au point de vue physique, mais au point de vue moral. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Peu importe l'âge qu'on a, peu importe la religion, le sexe, la couleur de peau, le rang social, tout le monde peut être touché par la maladie. Il faut se protéger, il faut se vacciner si on est sain. Ça peut être une question, malheureusement, de vie ou de mort. Ouais, exactement. Et comme on a déjà dit et on peut voir,
C'est pas une question de si tu es en forme, si tu es jeune, ça ira bien parce que on te voit, tu es Malheureusement, jeune, tu es en forme et ce sont trop des symptômes, trop des problèmes chaque jour. Il faut pas oublier que c'est chaque jour, chaque moment de chaque journée depuis 10 mois. c'est ça. C'est chaque jour, la maladie te rappelle à l'ordre, elle te dit qu'elle est là. Elle te dit que non, tu ne peux pas monter les escaliers en courant. Tu es obligé de les faire marche par marche. Tu ne peux pas soulever un poids lourd, quelque chose qui est pour les gens complètement anodin, une pierre au sol. Moi, je ne peux plus la soulever, alors que pourtant, je suis en pleine forme. Quand j'arrive dans les limites de mon corps, une casserole, je ne peux plus la soulever. Je ne peux plus faire la cuisine. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui cuisine énormément, mais j'aime bien de temps en temps faire des petits plats, des choses comme ça. Si je suis trop fatigué, une casserole, c'est impossible de la soulever.